Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Je salue mes camarades de la première heure. Bonsoir Gilles-William Goldnadel. Bonsoir Pierre. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir. Journaliste politique au Journal du Dimanche. Et nous sommes avec le président de l'Ordre de Malte en France. Bonsoir Cédric Challeret-Durieux. Bonsoir. Merci d'être avec nous. L'Ordre de Malte a 1000 ans d'histoire. Le premier hôpital fut construit à Jérusalem en 1048. La communauté des hospitaliers, qui soigne alors les malades, recueille les indigents sans distinction de religion, d'origine et d'âge. 1000 ans plus tard, l'Ordre de Malte, ce sont des hôpitaux, des bénévoles, des soignants qui en France ont suivi de près, bien sûr, le débat sur la fin de vie qui vient de s'achever et ce vote qui vient d'avoir lieu, l'unanimité sur l'accès aux soins palliatifs et sur le deuxième volet du texte, sur, appelez ça si vous voulez, l'aide à mourir, l'euthanasie, le suicide assisté, 305 voix pour, 199 contre, 561 votants, 504 suffrages exprimés. Que va-t-il se passer pour vous maintenant ? Rien, d'abord parce que c'est le début du processus législatif, donc déjà il va falloir passer par la phase du Sénat. Oui. Quand on regarde le nombre de députés en France, à 177, et qu'on regarde la majorité exprimée pour, on est qu'à 52,8%, donc on voit qu'il y a un travail de conviction à faire auprès des élus et des sénateurs. C'est pas plié pour utiliser cette expression. Je suis triste ce soir parce que franchement, et je vous l'expliquerai tout à l'heure, nous à l'Ordre de Malte, notre objectif c'est de venir en aide aux pauvres et aux malades. Voilà, sur le territoire français, mais l'Ordre de Malte est une organisation internationale avec 100 000 bénévoles, avec 54 000 professionnels de santé qui vient en aide aux pauvres malades dans 110 pays. Donc c'est notre objectif principal. Et nous pensons à l'Ordre de Malte que ce texte de loi va particulièrement fragiliser et concerner les pauvres en question et les fragiles. Voilà, je suis triste parce que la devise de notre pays, c'est liberté, égalité, fraternité, et qu'aujourd'hui, je pense que la liberté, elle n'existe pas. Il n'y a pas vraiment de choix. Quand vous avez 50% des Français qui n'ont pas accès aux soins palliatifs, quand vous avez 20 départements qui sont dépourvus d'unités de soins palliatifs, quel est le choix que vous donnez véritablement aux gens ? Il y a ces départements, le Lot, l'Ardèche, les Vosges, Mayotte, les députés qui ont voté ce texte aujourd'hui, quels sont le choix qu'ils ont donné à leurs concitoyens dans leur circonscription ? Quand je dis qu'est-ce qui va se passer maintenant, c'est dans le scénario où après effectivement le passage au Sénat et le retour à l'Assemblée nationale, finalement on en arriverait au même résultat. Qu'est-ce qui se passerait pour vous qui avez, j'allais dire pour saint patron le pape? Alors le pape n'est pas notre saint patron, mais voilà, parce que nous sommes indépendants de lui. Mais je pense que je vais répondre à votre question, mais je pense que c'est même pas confessionnel, pas confessionnel, etc. Je lisais certaines tribunes dans l'Humanité ou autres, et je me retrouvais assez proche parfois des tribunes que je pouvais y recueillir, parce que il y a deux plans qui vont nous impacter. Celui de la précarité. Voilà, aujourd'hui en France, on comble des brèches ouvertes en déployant des dispensaires médicaux. Ça fait 4 ans que je suis président, ça fait 4 ans qu'on déploie des dispensaires médicaux. Il y a 100 000 médecins en France généralistes, il y en a 30% qui ont plus de 60 ans et 65% qui ne peuvent plus prendre de patients. Donc il y a déjà un accès aux soins dans notre pays qui est catastrophique. Donc ce sont des personnes qu'on essaye de reprendre, et pas forcément des sans-abri, ce sont aussi des personnes isolées, etc. Ce que l'on voit, c'est que la personne pauvre, la personne fragile, elle s'auto-exclut d'elle-même parce qu'elle peut penser que c'est un poids elle-même pour la société. Vous allez me dire, mais vous inventez ça, très bien, mais non, je ne l'invente pas. Quand je prends les statistiques, par exemple, du Canada, qui a développé avant nous le système de l'euthanasie, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que sur 6% des décès, sur les décès, 6% c'est l'euthanasie, et que sur ces 6%, ce sont 58% des pauvres. Or, je pense pas qu'au Canada, 58% de la population soit pauvre. Voilà. Quand je regarde toutes ces statistiques, elles sont en Belgique, elles sont en Suisse, et c'est la même chose. Donc on a déjà sur ce premier angle-là de la solidarité un vrai challenge derrière qui va s'ouvrir à nous. Jules Torres. Puis il y a un sujet qui est jamais abordé, au-delà de tous les mensonges ou les euphémisations, par exemple, l'aide à mourir. Déjà, on pourra avoir un débat d'1 heure, quasiment juste sur ça. Il y a le débat économique qui n'est jamais abordé. Vous parliez du Canada. Le Canada, grâce au changement de la législation sur l'euthanasie, a économisé, si je puis dire, 100 millions d'euros. Je parle juste là pour le système. Et on peut aussi développer ce sujet. C'est que c'est aussi cette proposition de loi un moyen de faire des économies. Mais même en dehors des économies, j'avais rencontré la ministre Cédric Challeret-Durieux.
J'avais rencontré la ministre l'année dernière. On avait déjà eu ce débat-là au moment du premier examen. La ministre, c'est Catherine Madame Vautrin, oui. Voilà, la ministre de la Santé. Au moment du premier examen de ce texte de loi, on l'avait rencontré avec toute une délégation de médecins, d'acteurs de la société. Même en dehors de ça, et même si on trouvait l'argent, Dieu sait que nos comptes publics sont difficiles, vous trouvez où les soignants ? Alors, je me rappelle quand même de la grande promesse du Covid où on allait multiplier les lits de réanimation. Il y a un effort budgétaire qui a été fait, oui, mais les soignants, vous les trouvez où ? Je prenais la statistique des médecins tout à l'heure, je pourrais prendre la statistique de la gériatrie ou la statistique des psychiatres, où vous avez de moins en moins de consultations de psychiatres. C'était Philippe Juvin tout à l'heure à l'Assemblée nationale qui disait sur la tribune, voilà, il me faut 2 à 9 mois pour avoir certaines consultations en médecine, alors que de l'autre côté, j'aurais 15 jours pour demander l'aide à mourir. Je voudrais qu'on donne la parole à Gilles-William Goldnadel, qui n'a peut-être pas forcément la même opinion que vous sur l'aide à mourir. On le sait, on en a souvent parlé dans ces émissions, Gilles-William. Comment d'abord vous réagissez Non, mais je suis pas Dieu sait si j'ai du respect, de la sympathie pour l'ordre de Malte, mais je ne suis pas convaincu par vos arguments ni par ceux de mon ami Torres. Moi, j'aurais voté cette loi que je trouve assez restrictive, et pour ma part, je suis un partisan de longue date de l'euthanasie, et Jules a raison, hein, c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. L'aide à mourir, ça veut rien dire, c'est l'euthanasie. Moi, je comprends parfaitement les gens qui ont des convictions religieuses, qui considèrent que Dieu leur a donné la vie et que seul Dieu peut la leur reprendre. Moi, je ne suis pas animé par cela. Et il me plaît à penser, ça m'aide à vivre, que quelqu'un puisse m'aider quand j'ai cessé de vouloir vivre. Quand bien même je ne serais pas tout à fait condamné. C'est dire à quel point je n'ai pas de problème avec ça. Je suis pas un partisan acharné de la vie humaine. Je comprends la peine de mort dans certains cas. Je comprends, même si ça me fait beaucoup de mal, l'avortement, et je comprends l'euthanasie. Pour le reste, je n'arrive pas à tout à fait adhérer à penser que le fait que des personnes qui en ont assez de souffrir de manière irrémédiable, ce serait un moyen économique de pouvoir de les garder en vie. J'arrive pas à comprendre votre raisonnement économique. Cédric Durieux. Il n'est pas économique. Notre raisonnement, c'est dans quelle société on veut être. Vous êtes avocat, je suis aussi. C'était Badinter. Est-ce que la mort a le droit de citer dans une démocratie ? Voilà. Il l'écrivait en 2008. Déjà, philosophiquement, on pourrait s'interroger sur ce sujet-là. Ouais. Est-ce qu'il existe un droit à mourir ? Ouais. Moi, je ne le crois pas. Il existe un droit à vivre et à tout faire pour que la vie puisse être préservée. La mort et le suicide assisté ne sera jamais un acte de soin. Le soin, c'est là pour améliorer la situation de l'avortement aussi. Non, c'est pas la question ici. Là, quand on dit ça, c'est la haute autorité de santé qui, avant les débats à l'Assemblée nationale, dit que la loi, elle est quand même floue dans ses garde-fous. C'est le Premier ministre ce matin qui dit la loi est floue, est ambiguë. Voilà, c'est des gens qui écrivent dans l'Humanité encore la semaine dernière. Donc on n'est plus sur des considérations même religieuses, on est sur dans quelle société voulons-nous vivre ? Une société de fraternité ? Voilà, où on tend la main, et c'est ce que nous on fait à l'ordre de Malte en se disant, bah voilà, toi plus faible, je vais essayer de tout faire pour que tu aies envie de vivre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous oppose à ça ? On nous oppose un délit d'entrave, voilà, par exemple, 2 ans de prison, 30 000 € d'amende. De l'autre côté, vous dites le texte est précis. Bah non, il est pas précis. Dont le pronostic vital sera engagé. Bon bah désolé, autour de cette table, notre pronostic vital, il est engagé. Nous gérons des établissements pour autisme, d'accord ? Quand Philippe Juvin, à l'Assemblée nationale, propose un amendement pour dire il faut que l'autisme soit enlevé des personnes éligibles. L'amendement est refusé. Donc moi, en tant que président d'une association qui gère des centres d'autisme, qui gère des maisons de polyhandicapés, je vais dire quoi ? Comment je vais appliquer cette loi-là ? Parce que ça pourrait être un médecin. Mais c'était ma question de départ. Non, mais c'est un médecin. Qu'est-ce que vous allez faire ? Il y a plus de 1 million de personnes qui sont éligibles à cette proposition. Bien sûr. Plus d'1 million. Vous avez 120 000 diabétos insulodépendants. Vous avez 450 000 personnes avec des cancers métastasiques, etc., etc. Donc, le problème, c'est que derrière, il va y avoir tout le travail qu'on va faire au Sénat, et j'espère que là, les sénateurs reviendront à la raison pour mettre ces garde-fous. Mais derrière, autrement, comment on va appliquer ça ? Puisque même, nous n'avons que des médecins coordinateurs. Donc ça, c'est des médecins qui vont venir de l'extérieur, que je ne connaîtrai pas. Et comment j'assure une cohérence de soins au sein de l'établissement ? Je ne sais pas aujourd'hui avoir cette réponse. 26 débats passionnants. On reprend dans un instant avec le président de l'Ordre de Malte en France, Cédric Challeret-Durieux. Restez bien avec nous sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve.
Toujours avec Gilles William Goldnadel, Jules Torres, pour parler de ce vote à l'Assemblée nationale que vient de rappeler Maël Hassani. Cédric Chaleret-Durieux, président de l'Ordre de Malte en France. Vous avez eu, vous l'avez dit, des discussions avec la ministre de la Santé, Catherine Vautrin. Vous, quand vous lui avez dit je vais devoir déposer les clés de certains établissements hospitaliers, parce que chez nous, on ne tue pas les gens, on n'euthanasie pas les gens. Qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Alors la question était posée différemment. La question c'était est-ce que vous octroyeriez une clause de conscience à certains établissements qui notamment religieux, qui pour eux sont heurtés dans leur conviction là-dessus? La réponse a été non, parce que la chambre est l'espace privé du patient. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui, c'est-à-dire que les établissements de santé vont devoir les mettre. Il faut vous dire, un établissement de santé, c'est pas un hôpital. Vous avez un médecin coordinateur qui vient. Vous n'avez pas en permanence des urgences et avec des médecins qui se trimballent dans les couloirs. C'est pas ça. Donc, le directeur d'établissement va devoir mettre en place une filière de soins, euthanasiques, avec des gens qui viennent de l'extérieur, sur lequel il aura aucun contrôle, et donc il fait rentrer des praticiens à l'intérieur de son établissement sans aucun contrôle. Voilà, sans aucun contrôle. Vous n'avez pas raconté ce que vous a dit Catherine Vautrin? Là-dessus, elle a dit si, elle a répondu non, il n'y aura pas la clause de conscience, puisque dans un EHPAD par exemple, les chambres sont l'espace privé du patient, et vous, en tant que gestionnaire de l'ensemble, c'est plus votre problème. Donc voilà. Donc c'est plus votre problème, c'est-à-dire c'est plus votre problème, c'est-à-dire que si la personne veut avoir recours à un médecin externe, elle aura recours à un médecin à l'externe. Et donc vous êtes obligé de fermer les yeux? Non, parce que c'est justement là le travail et des garde-fous qu'on va essayer d'obtenir auprès du Sénat. Mais dans sa tête à elle, à la ministre de la Santé, c'était... Je ne préjuge pas que c'était... vous allez fermer les yeux parce que vous n'êtes que les gestionnaires de cet établissement de santé? C'est la primauté, et je peux l'entendre, de la conscience du patient qui va s'appliquer sur le sujet. Donc c'est ça qui est important. Écoutez, j'ai commencé par vous dire que je comprenais parfaitement que pour des motifs religieux, on soit opposé à l'euthanasie. Lorsqu'il s'agit d'un établissement religieux, je comprendrais mal qu'on puisse aller contre ses convictions les plus profondes. Il y a quelque chose qui m'échappe dans la réponse de Madame Vautrin, que par ailleurs je respecte beaucoup. Mais c'est la réponse de la loi. Prenons la loi telle qu'elle est votée. Oui, mais alors ça ne me va pas. De ce point de vue-là, ça ne me va pas. L'objection de conscience aujourd'hui ne concerne que les médecins et les infirmiers, d'accord? Elle ne concerne pas les directeurs d'établissement. Nos directeurs d'établissement, pour certains, sur la base du volontariat. C'est-à-dire que le millefeuille administratif s'invite dans. Mais le directeur d'établissement n'est pas ce sujet sensible. Le directeur d'établissement ne bénéficie pas de l'objection de conscience. Voilà, non, mais votre établissement, il est religieux. C'est ça, quel que soit l'établissement. Il est religieux, votre établissement. L'Ordre de Malte, c'est religieux. L'Ordre de Malte, nous sommes une association reconnue d'utilité publique, d'accord, d'inspiration catholique, mais nous sommes une association reconnue d'utilité publique. La loi telle qu'elle a été votée aujourd'hui s'applique pour tous, de la même façon sur le territoire, quelles que soient les sensibilités des uns et des autres. Donc vous voyez, c'est là où on a, on a cette chose qui se heurte. Mais c'est une association, donc ça incombe sur la loi sur les associations. Et donc on enlève le caractère religieux. Je fais confiance aux sénateurs pour changer ça. Mais moi, c'est en dehors de ça, si vous voulez, en Belgique, il y avait d'abord la loi avait été mise sur le terme de l'initiative au début, du volontariat, d'accord. Dans un deuxième temps, il y a eu une phase plus coercitive pour l'ensemble du pays. Nous, on est déjà passé à la phase 2 directement. Jules. Oui. En Belgique, il y a eu des statistiques, je crois. Oui, on sait que les garde-fous sautent dans tous les pays qui, ont eu à recourir à l'euthanasie, que ce soit le Canada, la Belgique, par exemple, a augmenté le nombre d'euthanasies de 16 000%. Comment ça, 16 000%? 16 000%. J'ai les chiffres, si vous voulez, je vais vous les retrouver en quelques instants, mais on est passé, je crois, de 24 cas en 24 cas en 2002 à 3 991 cas en 2024. Ça fait 16 529%. Aux Pays-Bas, c'est plus 512%. 2626 en 2003 à 9 958 en 2024. Ça, c'est parce que quoi? C'est parce que les patients disent mon voisin de la chambre 24, il a fait ça, et donc du coup, moi aussi, je veux faire ça. Mais c'est ce que disait monsieur. En ce moment, dans les établissements, il y a énormément de questionnements qui se font avec le débat qui est là, parce que c'est sûr que c'est agréable pour personne d'être à l'hôpital, c'est agréable de personne pour souffrir, etc., etc. Mais là encore, il y a une statistique qui est frappante. Après 7 jours
de soins palliatifs, les demandes d'euthanasie passent de 3% à 0,3%. De 3% à 0,3%. Là encore, j'invente pas les chiffres, ce sont des chiffres publics sur le sujet. Donc, mais c'est cet accompagnement, c'est cette fraternité, c'est le fait de redonner de l'amour, c'est le fait de dire à la personne, tu es important, tu es aimé, tu mérites d'être aimé. C'est intéressant ce que vous dites sur la fraternité. Le président de la République sur X écrit: dans le respect des sensibilités, des doutes et espoirs, le chemin de fraternité que je souhaitais s'ouvre peu à peu avec dignité et humanité. La fraternité, ça va dans les deux sens. Non, mais la fraternité, là-dessus, Monseigneur de Moulin-Beaufort, quand il était président de la Conférence des évêques de France, lui avait déjà dit que ce terme était complètement galvaudé, qu'il fallait parle d'abandon. Qu'il fallait arrêter d'utiliser. Et je rappelle que les évêques d'Île-de-France hier ont écrit une tribune dans laquelle ils disaient que c'était justement un crime contre la fraternité. Donc on voit bien là que la déclaration du président de la République n'est pas vraiment... Gilles William dit non. Non, oui, Gilles William dit non, parce que si quelqu'un, encore une fois, qui a toute sa tête, mais qui en a assez de souffrir et considère qu'il n'a aucune chance de s'en sortir, supplie un médecin de l'aider à partir, je verrai un manque de fraternité, de refuser ces supplications. Je suis désolé. Mais Gilles William, on ne vit pas dans cette société-là. Non, mais on vit dans une société qui protège, qui protège même contre soi-même. Et à la pub, je disais à Gilles William... je pense qu'il y a un droit constitutionnel du président aussi de protéger ses citoyens. Peut-être. Je disais à la pub à Gilles William que quand on est en scooter, on est obligé de mettre son casque quand bien même on est seul, quand bien même on est adulte. On n'a pas le droit de consommer certaines drogues alors qu'on est la première et seule victime. On est obligé de mettre une ceinture de sécurité contre une amende. Donc on ne vit pas dans cette société je sais pas, droit de mourir, on est dans une société qui nous protège. Tu sais, ça va loin ton raisonnement. Moi, par exemple, le père que j'étais, sans doute trop permissif, mais mes enfants n'avaient pas le droit aux 2 roues. Je tenais tellement et je tiens tellement à leur vie, ils n'avaient pas le droit aux 2 roues. Il dit ça parce que Jules Thorez roule en scooter. Alors, où ça commence, où ça finit. Mais c'est bien la question de cette loi. Je voudrais qu'on écoute Jeanne Amourou, elle est infirmière en soins palliatifs, elle était sur Europe 1 dans Punchline avec Laurent Serrari il y a quelques instants. C'est pas fini, mais c'est quelque chose de difficile d'entendre, de voir ces résultats. C'est un changement en profondeur de notre métier. On n'a pas choisi ce métier pour faire ça. Et surtout, c'est pas la demande des patients. On nous parle d'une loi de liberté, mais comment est-ce qu'on peut être libre quand la moitié des Français qui devraient avoir besoin de soins palliatifs n'y ont pas accès? Demain, dans plein de territoires, ce sera plus rapide et plus facile d'accéder à une euthanasie ou un suicide assisté qu'à des soins. L'urgence et la priorité, ça devrait être de développer, de mettre en place cette loi sur les soins palliatifs. Je salue quand même cette loi qui a été adoptée à l'unanimité. Ça montre bien que de pouvoir scinder en deux, c'était important parce qu'il y a vraiment un consensus sur le développement des soins palliatifs et c'est quand même beaucoup plus partagé sur l'autre partie. C'est pas fini, mais c'est quand même difficile. Qu'est-ce que vous répondez à Jeanne Amourou, Cédric Durieux? Vous en connaissez plein des personnels soignants comme celui-là. Franchement, elle a totalement raison. Je peux dire que oui par rapport à ce qu'elle dit. Moi, voilà, j'en appelle vraiment à la conscience du Sénat qui parfois est plus sage, on va dire, que l'Assemblée nationale qui est traversée par des courants, voilà, qu'il faut prendre le temps là-dessus, réfléchir, mais cette rupture anthropologique qu'on est en train de construire pour notre pays, c'est dans quelle civilisation derrière on veut vivre. Je le répète, est-ce qu'on veut être dans une civilisation de fraternité, d'amour, où on mesure la richesse de cette société à l'attention qu'on porte aux plus faibles, ou alors derrière, une société qui démissionne et qui dit allez-y, vague que vague, et puis si vous voulez vous euthanasiez-vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Ordre de Malte en France, Cédric Challeret du Rieux, d'avoir été